Hmm. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce Café Synapse. On est jeudi. Alors oui, pour certains d'entre vous vont peut-être être surpris. Il n'y a pas Laure aujourd'hui. Laure, en fait, on va pas trahir un secret. Elle est en train de déménager. Nous, c'est sympa parce qu'elle va nous inviter à sa crémaillère. D'ailleurs, tous ceux qui sont présents aujourd'hui seront invités. Voilà, c'est un peu de créativité. C'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui, accompagné de ma collègue et copine Jeannette Verdeil. Hello tout le Yes, monde! notre spécialiste en coaching. Voilà. Alors, juste pour faire les choses comme il faut, hein, parce qu'on a un cadre, on ne dirait pas comme ça, mais c'est hyper sérieux hein, ce qu'on fait. Eh Ouais. oui, Enfin, personne n'y croit, je crois, sur ce coup-là. Euh, du coup, le programme, demain, un programme avec Franck Platzek qui accueillera deux psychothérapeutes et psychologues pour discuter de l'impact des thérapies brèves sur l'ensemble des thérapies. Lundi, on va retrouver nos amis, alors je ne sais plus si c'est la 10e ou la 11e, Franck Padzek et Christophe Kinbaiter pour l'auto-hypnose. Donc, encore une bonne dose de plaisir en perspective. Mardi, pour ceux qui sont et celles qui sont intéressés, une émission enfin un sujet qu'on n'a pas abordé encore, qui est l'hypnose enfant. Et je crois qu'il y aura Laurence Costier et Cécile Beaumont-Marie. Elle se la pète avec son nom, hein, Cécile. Je lui fais un petit coucou quand même, parce que j'avais envie de le glisser. Voilà. Moi, ça me donne la banane, donc du coup, j'en profite. Et voilà. Oui. vous Il allez faut que vous comprendre sachiez quand pourquoi. même que depuis les 60 cafés qu'on fait à peu près, chaque jour, on a des mots en fait à mettre dans notre discours. Voilà. Je trahis un petit secret, mais il faut bien aussi qu'on s'amuse à l'antenne. Alors aujourd'hui, on va parler coaching. Vous retrouverez Laure, bien entendu, Laure Roussel, la semaine prochaine pour reparler d'un power shot atomique. Et aujourd'hui, avec Janet, on va parler de l'influence finalement des différents courants de pensée, de différents courants de la thérapie, etc., qui ont amené et nourri le coaching. Voilà, donc je vais te laisser la parole peut-être pour démarrer. Tu voulais nous expliquer, il y avait un petit Ouais, ouais, euh, ouais, oui. ça s'appelle Oui, oui, PowerPoint pour expliquer tout ça. On c'est ça, salue c'est ça. Loïc Oh, qui est à la régie. Coucou voilà. Loïc, voilà. Et écoute, je te passe la parole pour nous parler des différents courants, puis j'interviendrai aussi en même temps. Ok, Et ben bonjour à tous et à déjà, toutes, hein, je vois plein de bonjours. voilà, Plein de bonjours. bonjour, bonjour, merci, merci, c'est sympa que vous soyez là, c'est génial. Et en fait, ça vient de me faire penser juste à l'instant, là, effectivement, on a entre nous, là, on doit placer trois mots. Bon, qui sont évidemment comme ça. D'ailleurs, un mot que je ne connaissais pas du tout. Donc, je ne sais pas encore comment je vais le placer. Mais comme la posture de coach est aussi une posture d'écoute, donc je vous lance ce jeu-là avec nous. Je vous invite à ce jeu-là pour dire, tiens, à quel moment on lance un mot qui n'a pas de sens, enfin qu'on essaie quand même de le placer dans ce qu'on fait, et ben, ouvert au jeu avec nous. Et comme ça, je vais pouvoir partager la banane avec Fred aussi, ce dont tu viens juste en parler. Et on va démarrer ça. Et OK. attention, parce que les bananes ne se trouvent pas sur les palmiers, hein. Même si on grimpe sur le palmier par créativité, on ne trouvera pas forcément la banane. Bah, Voilà. ça dépend. Tu peux trouver d'autres formes d'arbres qui sont, par exemple, les baobabs. Là-dessus, je ne sais pas s'il y a des bananes qui poussent dessus. Je ne sais pas du tout. Mais banane, oui, banane, super, génial, c'est ça, banane. Ouais, je crois que celui-là, il était assez Super. clair. Merci, Elle était bien. Ouais, c'est alors, il clair reste aussi. encore deux Ouais. à deviner. Super. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est la créativité. Donc, on se rend dans la créativité totale. Et alors, on vous propose le premier jeu, un petit jeu sympa en introduction. Loïc, est-ce que tu veux bien lancer le premier PowerPoint? Voilà. Est-ce que vous voulez bien prendre un papier, un stylo et dessiner, comme c'est sur le PowerPoint, là, les neuf petites 9 ronds points. comme ça. Neuf Voilà, points. 9 petits ronds. Oui, Boabab, super, merci Claire, Ouais, top, superbe. Et, et palmier, oui, Didier, super, ça y est, super, top. Ah, ouais, super, alors, les neuf petits ronds oui, dans la position où ils sont.
Et le petit jeu va être effectivement pour tester votre créativité. Bon, sauf ceux qui connaissent peut-être déjà, hein, il y en a qui connaissent peut-être déjà Après, il ce faut se petit rappeler aussi. défi Ouais, et ouais. où se rappeler. Eh bien, il va falloir relier ces 9 points à l'aide de 4 droites et sans que votre stylo quitte la feuille. Pas plus de 4 lignes, effectivement, sans, comme Fred vient de le dire, sans soulever le stylo. Il faut vraiment que ça soit en dynamique. On vous laisse faire. Voilà. On vous laisse Et une ben, heure et puis nous, on va prendre le café. Voilà, c'était l'émission d'aujourd'hui. Non, pendant ce temps-là, on va parler des différents courants et du premier courant finalement qui est apparu il y a à peu près 150 ans hein, avec Freud et le côté analytique hein, de la thérapie. Si tu peux nous en dire un petit peu plus. oui, bien sûr, on peut déjà commencer comme ça. On va parler de Freud. Évidemment, lui, il vient du début du XXe siècle. Hein. Tout le monde le connaît, notre ami Sigmund, qui est le psychoanalyste. Et effectivement, il nous a donné pas mal d'outils venant de la psychoanalyse. Une fois que vous aurez fait ces points-là, on va pouvoir vous rentrer plus en détail pour vous parler un petit peu plusieurs choses, de plusieurs courants. Voilà. Mais peut-être, c'est peut-être bon là, on va pouvoir. Si vous pouvez déjà faire un retour en disant oui, ça y est, c'est bon, à point nommé, super. Si c'est OK pour vous là, OK. OK. Bon, on va laisser chercher. Donc, Freud, lui, sa pensée, hein, très simplement, c'est, tiens, si on écoutait ce qu'a à dire notre patient. Parce que finalement, on n'écoutait pas beaucoup ce que les gens disaient. Et par rapport à leurs problématiques, mais Freud, il s'est dit, tiens, ça peut être intéressant. Et il a une pensée par rapport à ça. On ne va pas résumer la pensée de Freud, bien entendu, ici, c'est pas le but du jeu, mais de savoir comment les gens font pour être face à ce qu'ils font, pourquoi ils font ça. Et avec une pensée qui est de, si je sais pourquoi je me suis mis dans cette situation où je vais mal, j'aurai tendance à aller mieux, à guérir, etc. Il a eu un autre, c'est Jung, un élève à lui, hein, quelque part, qui est venu le Mhm. consulter et voir avec lui, mais qui s'est éloigné de Freud et qui lui a Oui, fait le voyage aux États-Unis, en Amérique, ce qui n'a pas été le cas de Freud, qui lui, c'est un petit peu, il est un peu resté dans son précaré sur la France. Et Carl Jung, lui, eh bien, il est allé sur d'autres pensées, un côté plus philosophique, et on peut dire que c'est un des précurseurs de la psychologie. Hein. Et aux États-Unis, on a une pensée jungienne qui est très très forte dans l'approche thérapeutique, par exemple. ouais, exactement, exactement. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, Jung et Freud étaient assez proches dans l'analyse et ensuite, Jung, il s'est écarté un petit peu plus de ça. Et lui, il rentrait beaucoup plus déjà dans une posture de créativité aussi à l'intérieur, ce qui se passe. Et pour lui, ce qui est important, c'était la quête de sens. Qu'est-ce qui fait que telle et telle chose, la personne, par quoi elle est motivée, par quoi elle est animée. Et pour lui aussi, l'accompagnement était aussi une posture très de création aussi en même temps. En même temps, il était dans une posture absolument pas celui qui sait. Il ne savait rien. Et de là, et ce qui est intéressant, parce que quand on dit cette posture-là, il sait rien, il sait pas pour l'autre. Et en fait, ce qui sort de là, ce que j'aime bien cette expression un peu, la posture du coach, c'est une nunuche attitude, dans le sens, le coach ne sait pas, on ne sait pas pour l'autre, on est nunuche, on n'est pas là en train d'avoir des idées préconçues pour la personne, avoir des hypothèses, des idées, etc. et orienter nos questionnements en fonction de ça. Donc, quelque part, c'est un petit peu un courant de Jung qui nous a transmis ça, cette posture que j'aime beaucoup comme expression, cette nunuche attitude. Ouais. Dans ce courant, on retrouve Rogers aussi, hein, un Oui, Américain qui va beaucoup travailler sur la reformulation, justement sur l'accueil de la parole de la personne et la façon de pouvoir reformuler, de pouvoir travailler le côté assertif lorsqu'on on accompagne quelqu'un, donc accompagner, coach, etc. ouais, Donc effectivement, on retrouve ça, on retrouve Bateson qui est le créateur du courant Palo Alto, cette fameuse école ouais. Palo Alto et qui va permettre l'émergence dans les années 60-70, effectivement, de nouvelles techniques, de nouvelles façons d'appréhender la psychothérapie. Mais ça, vous le verrez demain aussi parce que ils y reviendront sur le côté thérapeutique. Du coup, on arrive sur une strate symbolique
dans laquelle toi, tu peux nous en parler beaucoup parce que tu es formé à la Gestalt thérapie, qui est pour ma part, la première grande thérapie sur l'émotionnel et qui est une thérapie aussi basée sur le symbolisme, sur la notion de partie. Et ce que j'appelle moi un peu les thérapies du mensonge aussi, parce que finalement, tout ce que l'on fait au niveau symbolique, c'est un propre mensonge, c'est notre vérité, mais qui n'est qu'un mensonge pour les autres, et des fois même un mensonge pour nous, parce qu'on arrive à se mentir. Hein, on est nos meilleurs menteurs, on arrive à se trouver des excuses et de se raconter notre vie d'une manière très particulière. Donc la Gestalt, ouais. qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a l'hypnose. On a hypnose, on a plein d'autres choses. La nunuche, oui, mon nunuche. Plein d'autres choses. On va peut-être revenir sur ces courants-là différents et peut-être déjà amener, si c'est OK, revenir à l'exercice avec la solution. Parce que il y a une idée aussi derrière. Loïc, si tu veux bien, voilà, regardez. L'idée, c'est pour, certains parmi vous le connaissez, hein, cet exercice. L'idée, c'est à nouveau, c'est quelque part un exercice symbolique. Ce qu'on voulait montrer par là, c'est que, effectivement, pour pouvoir aligner les 9 points avec les 4 lignes comme ça, il fallait sortir du cadre. Donc, sortir des cadres, ça veut dire symboliquement aussi penser d'une manière différente, de se renouveler aussi quelque part. Ça veut dire peut-être faire inspirer des modes de pensée différents, des cartes du monde différents. Et quelque part, c'est pour ça aussi, on avait dit, c'était un petit peu comme un couteau suisse. Ça veut dire quelque part ce côté pragmatique, multifonction, l'inventivité, ça veut dire vraiment, on peut faire plein de choses avec ce qu'on sait et on peut même les combiner et alimenter à nouveau. L'idée, c'est vraiment de renouveler et sortir du cadre. Et c'était ça, en fait, l'idée. Et la slide après, si tu veux bien, Loïc. On a perdu Loïc. Ah si, non, voilà. C'est ça, en fait. C'est ça que Fred vient juste vous en parler, là, sur Freud, pour Jung, Bateson, Gregory Bateson. Et vous voyez, il y a 3 couleurs différentes et ces 3 couleurs-là, ce sont 3 couches différentes. La première couche, en fait, on appelle ça analytique. La deuxième, symbolique. Il n'y a aucun son. Vous m'entendez, vous? Si, on t'entend. On t'entend. Parce que, dommage, je n'ai aucun son. Non, c'est bon. Est-ce que les autres, vous nous entendez? C'est OK. OK. Alors, je reprends. Donc, je disais, il y a ces 3 couches-là. Il y a l'analytique, symbolique et neurologique. Fred vient juste vous parler. Fred vient juste vous parler de Freud, de Jung et Bateson. Et Bateson, je voulais ajouter aussi, il a fait aussi tout ce qui est, comment on appelle ça, les nouveaux logiques, par exemple. C'est lui qui, les gens étaient inspirés de la PNL par Bateson sur les niveaux logiques. La carte et territoire, ça vient de lui aussi. Vous voyez, il y a des choses comme ça, il y a des apports de ces personnes-là qui sont rentrés finalement dans la pensée de la PNL, dans les présupposés de la PNL. Donc, cette première couche-là, qui est la couche analytique, c'est une couche que, effectivement, nous, on n'est pas des psychoanalystes en coaching, mais en fait, l'idée, comme le mot coach le montre un petit peu, on va pouvoir être, dans notre façon de faire, on va pouvoir être coloré quelque part, on va être inspiré, renouvelé par tous ces différents courants-là. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pas pour rien, dans la formation de coaching, on vous donne une 60aine d'outils. Et ces 60aine d'outils, justement, ils viennent vraiment piquer, entre guillemets, des choses qui marchent bien dans les courants, dans le domaine différent. Et Fred, tu voulais dire quelque chose sur la partie symbolique? Non, la partie symbolique, surtout la notion de partie, où on retrouve énormément de techniques d'hypnose. Hein. Il n'y a pas que l'hypnose ericksonienne, il y a de différents types d'hypnose. Il y a bien sûr l'analyse transactionnelle, il y a la sophro, il y a énormément d'outils. Il faut savoir qu'il existe 400 types de thérapies différentes et cadres d'intervention. Donc, effectivement, ça laisse le champ. Pour ceux qui ont des petits problèmes de son ou d'image, pensez à faire F5 pour rafraîchir et de temps en temps, ça remet tout en place. Voilà, je vois des petits messages avec Esther qui a des problèmes de son, mais enfin, moi, j'entends très bien. Et puis,
on a dans les années 70 cette strate neuro, les neurosciences qui ont explosé et qui continuent à chercher et à trouver de nouvelles techniques. Pareil, il y avait déjà un cadre et ces techniques-là, dans les cadres existants, ben, cherchent d'autres façons de s'exprimer, d'autres façons de pouvoir accompagner, des fois de manière empirique. Et puis, on se rend compte que finalement, la science rattrape le côté empirique et vérifie des méthodes. Et tout ça, ce ne sont que des modèles. Hein, la PNL est un modèle qui elle-même a donné des pistes pour le FT, a donné des pistes pour le MDR, a donné des pistes pour la DNR, etc., etc. Et là, on est donc dans cette strate, cette couche neurologique qui est en plein essor et qui continue encore maintenant. Donc, Ouais. effectivement, le coaching, c'est pas une technique, c'est pas un outil et c'est pas qu'un seul modèle. Et du coup, on peut effectivement, tous ces modèles-là peuvent donner des idées, de la créativité pour accompagner une personne. C'est ça, c'est exactement ça. C'est déjà pour la créativité parce que du coup, il faut savoir toutes ces personnes-là parce qu'il y a des personnes qui sont derrière. On parle la Gestalt, c'est Perls qui est derrière. Là, on a mis le courant, mais on aurait pu aussi bien mettre la personne qui est derrière. Et toutes ces courants-là de pensée différents, évidemment, ils sont tous dans le but de accompagner le client. Donc, c'est intéressant de regarder, tiens, qu'est-ce qui fait les TCC, la Gestalt, l'hypnose ericksonienne, la PNL, Batson, l'analyse transactionnelle avec Berne, etc. Qu'est-ce que ça peut apporter réellement en coaching? Et l'idée de se dire, OK, déjà, quel type de coach j'ai envie d'être? Il y a des coachs qui vont se spécialiser, par exemple, si c'est le coach jungien, comme des coachs gestaltistes, etc., etc. Ce qui est intéressant de se dire, OK, quel type de coach j'ai envie de venir ou d'être, ou vers quoi j'ai envie de tenter. Et l'idée, c'est vraiment on parle en coaching aussi, un développement horizontal et vertical de notre posture de coach. Si on parle de horizontal, ça veut dire on élargit, on regarde les modes de pensée différents dans ce que vous voyez là sur le PowerPoint, dans les domaines, dans des courants différents et on va l'intégrer en coaching. Et quand on parle, on développe verticalement. En fait, dans la verticalisation, déjà, soi-même, on a fait un travail sur soi. On développe sa pensée, son cœur, son intuition, ses émotions, la corporalité, etc. Donc, on intègre ces outils, on les fait les nôtres quelque part et qui nous accompagnent dans notre posture de coach. Donc, l'idée, c'est que justement, c'est dire, tiens, il y a tout ça, il n'y a pas un seul courant. J'entends parfois les personnes qui disent, tiens, telle et telle personne, elle a fait une formation PNL, donc elle peut être coach. La PNL apporte énormément d'outils, c'est merveilleux. Et il y en a plein d'autres aussi en tant que métier coach. Parce que le coach, être coach, c'est un métier avec les outils. PNL, c'est une connaissance qu'on a de la programmation neurolinguistique. C'est en ça qui va faire un petit peu la différence. Et peut-être un mot, je voudrais dire aussi par rapport à ces trois couleurs. Donc, quand on est en analyse, toute cette couche orange que vous avez vue, c'est la différence, ça va être aussi dans la durée de l'accompagnement. Quelqu'un qui fait une psychoanalyse, effectivement, elle va prendre du temps à faire cette psychoanalyse. Nous, en tant que posture coach, on n'utilise pas tout ce qui est dans psychoanalyse parce que c'est pas du tout le même courant. Mais en revanche, la question qui est intéressante, qui vient de cette couche-là, se dire comment on est arrivé là. En fait, c'est ça la question qui est derrière tout ce qui est analytique. Et cette question-là peut amener dans le passé, mais nous, on peut aussi juste rayonner dans le présent avec cette question-là. Et la deuxième question, la deuxième couche, hein, la couche qui était verte, là, qui est symbolique, et ce que tu as déjà dit un petit peu, Fred, c'est se dire quelle histoire se raconte la personne. Voilà, c'est vraiment qu'est-ce qu'elle se raconte. Et comme tu viens de dire, bah, de toute façon, c'est une histoire parmi d'autres. Et l'histoire peut être différente en fonction de l'âge qu'il y a la personne aussi, dans le stade de vie où est la personne aussi en même temps. On n'est pas animé par les mêmes questions.
Mais c'est encore une autre façon d'intervenir en posant ne serait-ce que l'une, comment on est arrivé là ou quelle histoire se raconte la personne. Ça va être deux points de départ qui vont être différents dans l'accompagnement. Et dans cette couche-là, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir faire évoluer, puisqu'on est dans la symbolique, on est dans la représentation que se fait la personne de sa vie, de ce qui l'entoure, des interactions avec lesquelles il agit, et donc de ses problématiques comme de ses solutions. Eh bien, on peut effectivement les faire évoluer. Si je fais évoluer la symbolique de la représentation, je fais évoluer mon mode de pensée et mon mode d'interaction. Du coup, voilà. On voit bien qu'on a la capacité de piocher dans tous ces cadres, dans tous ces modèles, ce qui va pouvoir être utile et pertinent. Moi, j'aime bien le cadre pertinence. C'est un cadre qu'on retrouve par exemple en PNL, c'est-à-dire, il n'y a pas l'outil. On n'a pas, nous, en tant que coach, un outil miracle. Ça se saurait, hein. On vendrait ça comme des petits pains, hein, actuellement. Non. Parce que pour moi, le meilleur outil, c'est le client, c'est la personne elle-même. C'est elle qui a les solutions. Nous, on va être des animateurs, des créateurs, des accoucheurs, voilà, faire accoucher la pensée, faire accoucher l'action, etc. Mais on ne peut pas se substituer à la personne. Donc, tous les outils qu'on a vus, qu'ils soient analytiques, qu'ils soient symboliques, qu'ils soient neuro, qu'ils soient simplement quelque chose dont j'ai eu l'idée avec la personne, parce que là aussi, la créativité fait partie intégrante du coaché et du coach, eh bien, effectivement, je vais pouvoir l'accompagner avec tous ces outils-là. Mais il en reste pour moi une chose essentielle, c'est que le meilleur outil, c'est la personne qui va le trouver. Oui, non, tout à fait, tout à fait. Effectivement, là, dans notre slide, on a, comme Fred a dit, il y a 400 différentes formes de thérapie. Évidemment, on pourrait dire Palo Alto, Václavic, etc. Il y en a plein, 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 plein. Effectivement, oui, la maïeutique, exactement, etc. Il y a plein, plein de courants comme ça. Et se dire, parmi tout ça, il y a plein de choses qui peuvent être vraiment super, super intéressantes pour le coach ou la coach ou le coach, peu importe. Et exactement, par exemple, quand on prend l'analyse transactionnelle, c'est super intéressant aussi en même temps de se dire, tiens, on a eu aussi des cafés autour de l'analyse transactionnelle aussi, hein, et se dire, tiens, par exemple, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de l'analyse transactionnelle? Ça peut être, on sait qu'il y a les différents états de moi qui sont, donc, rappelez-vous, parents, adultes et enfants. Et c'est intéressant en tant que coach aussi se dire, OK, si j'amène mon client à une créativité dans l'accouchage, entre guillemets, de la solution, moi-même, en tant que coach, comment je peux m'adapter aussi à cette phase de création d'idées? Et par exemple, donc l'analyse transactionnelle, quand on est en posture d'enfant, donc ça veut dire on lâche prise, on peut aussi jouer, on sort de l'automatisme, on sort d'une pensée rationnelle pour pouvoir permettre à notre client de générer des nouvelles façons de penser, de faire, des idées, de sortir en rond, de penser complètement différent. Donc ça, typiquement, l'analyse transactionnelle permet ça aussi. En tant que posture coach, et aussi se dire, tiens, quand la personne parle, comment elle me parle? Est-ce qu'elle me parle comme, je ne sais pas, comme un enfant soumis? Est-ce qu'elle parle en adulte? Est-ce qu'elle parle de comment elle parle? Pour savoir, elle est à quel niveau dans sa réflexion. Et de pouvoir s'adapter et la rejoindre à cet endroit-là pour pouvoir l'amener vers posture enfant, voire même enfant rebelle, parce que les enfants rebelles, ils ont aussi la patate, hein, donc c'est bien de chercher la patate à ce niveau-là. Voilà, tout ça, c'est vraiment dans les interactions avec les personnes. Oui, c'est super. Alors, Jeannette, et les questions convenables à la couche neurosciences. Convenable, j'adore. Et dans convenable, il y a con. Je ne sais pas ce que ça veut dire convenable. J'adore. Alors, mais je ne vois pas la question. Je ne comprends pas bien la question de Mira. Si. Il y avait la question sur la couche analytique qui était comment on est arrivé là. La question sur la couche symbolique. Quelle histoire la personne se raconte?
il y a aussi, par exemple, quand on parle, j'arrive, je fais un détour, quand on parle aussi sur la systémique, vous avez vu la systémique aussi, là, la question, ce sera plutôt comment cela fonctionne et comment c'est interréagi dans le système. Vous voyez, c'est une autre façon de poser la question. Dans la couche neurologique, il y a le EMDR dedans, la DNR, il y a la PNL, et dedans, ça va être toutes les questions de la PNL, par exemple. Il n'y a pas une question la plus convenable. Il y aura plein de questions. Ça peut être, comment elle fait pour penser comme ça? Comment elle fait pour arriver à ce stade-là? Ou ça peut aussi, tout simplement, ça peut être super sympa aussi, poser la question, apprends-moi comment tu fais. Parce que dans ce cas-là, voilà, apprends-moi comment tu fais, parce que pour apprends-moi comment tu fais, c'est que tu as eu une mode de pensée, tu as une émotion à un moment donné et tu as fait une action, c'est-à-dire le processus interne, les états internes et le comportement externe. Apprends-moi comment tu fais. Donc, ça veut dire qu'elle va se dérouler dans sa tête pour se mettre peut-être même en méta, ça veut dire observateur, se dire comment elle fait. Ok, ça pourrait être typiquement une question sur cette couche bleue. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je les vois plus, mais je pense que c'est remonté. C'est ok. Ouais. Ok. Bien, donc là, on a situé, Ouais. alors grosso modo, les trois grandes couches et les principaux courants et les principaux noms qui interviennent. Et du coup, ça nous a pris un petit peu de temps, hein, de faire tout ça. Ouais. On est à la moitié, presque à la moitié du temps. Moi, je voudrais revenir donc sur le côté coaching, Oui. et parler des phases de la vie d'un client. Lorsqu'on accompagne quelqu'un, on peut pas, il faut avoir en tête que quelqu'un qui a entre 20 et 30 ans, 30 et 40, 40 et 50, il y a des phases différentes et on va dire des visions de la vie qui peuvent être différentes. Et tu parlais tout à l'heure justement de s'adresser à une personne de telle ou telle manière, faire bien attention à qui on a affaire et dans quelle strate Alors, bien sûr, c'est pas quand je passe 20 ans, ça y est, je rentre dans un univers particulier. Non, hein, c'est comme l'adolescence. Vous savez très bien que chez les garçons, ça dure jusqu'à 40 ans. Donc, Et voir encore, certains, hein, et ça encore, finit certains jamais, hein, stades, ça hein. peut ne pas finir. Hein. Donc, l'être humain n'est pas des cases et des Ouais. cloisonnements. Hein. Mais effectivement, par exemple, quelqu'un qui rentre dans les 20-30 ans, il rentre dans un monde d'adultes. Il a été adolescent, il rentre dans un jeune adulte éventuellement, mais là, il est bienvenu dans le monde des adultes, avec effectivement, c'est la systémie, un Ouais. environnement qui change, hein, des interactions qui changent, des buts qui changent, une vision de sa vie qui évolue. Donc c'est Voilà. important, si je m'adresse à quelqu'un de 20-30 ans, ben, ça ne sera pas la même chose qu'avec quelqu'un de 40-50 ans ou de quelqu'un de plus âgé, parce qu'on on s'occupe aussi de coacher des gens qui ont 60, 70, même 80 ans, et qui, des fois, recherchent un accompagnement pour classifier et être bien dans leur tête. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? On ne va peut-être pas faire toutes les phases, mais Non, 20-30, mais ben, c'est le monde des adultes. 30-40, oui, c'est 30-40, ça peut être aussi, on commence à être vraiment, on commence à être dans le cours des plus grands, on va dire. On a tendance à vouloir arriver à quelque chose. Il y a souvent un objectif, j'ai besoin de saisir quelque chose. Ça peut être aussi une réalisation professionnelle, ça peut être, voilà, voilà, se montrer, se réaliser quelque chose. Voilà, ça peut être vraiment des phases différentes. Et c'est intéressant, comme tu dis, de prendre en compte ces phases-là, parce que aussi pour les jeunes 20-30 ans, qui peuvent être dans la phase de apprentissage à devenir adulte, ils jouent à l'adulte et bah, parfois, c'est pas forcément évident. De même, on peut jouer à être parent après. C'est pareil, quand après, au cabinet, les personnes viennent parce qu'ils ont peut-être des difficultés avec les enfants. Voilà, c'est des phases vraiment différentes. À chaque phase, on est amené à avoir quelque chose de nouveau, à apprendre. Eh bien, on n'a pas appris d'être adulte, on n'a pas appris à être parent, on n'en apprend pas. On est à court d'apprentissage et accompagner ces phases de vie, c'est intéressant aussi. On ne peut pas attendre trop enfin trop, je ne sais pas comment dire, parce qu'en fait, ça dépend vraiment de la personne. Mais c'est intéressant tout simplement de retenir les phases de vie. voilà. Mais ces phases Voilà. sont un guide, simplement, Ouais, mais ce n'est pas quelque chose de formel et, comme ouais, j'ai dit tout à l'heure, qui est stéréotypé. ouais, Hein, on a des gens qui ont 50 ans et si on ouais. regarde bien, ils sont comme s'ils étaient dans une phase de 20-30.
et d'autres qui ont 20, 30 et qui ont une maturité de gens de 50 ans ou 60 ans. Donc, effectivement, selon le contexte, selon la demande de la personne, bien écouter sa demande, bien écouter dans quel contexte il veut faire son coaching. C'est un coaching de vie, c'est un coaching pour une performance, c'est un coaching professionnel, si c'est un coaching sentimental aussi, hein, ça existe aussi. Eh bien, effectivement, ces phases-là, des fois, peuvent se chevaucher. Ne partons pas dans le coaching, pour moi, c'est la liberté. On a des outils qui nous permettent de sélectionner et d'avoir des idées, de se dire, tiens, la personne est dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des choses qui concordent par rapport à ça? Mais des fois, c'est totalement différent parce que moi, j'aime bien ce mot-là et c'est pas du tout péjoratif. Des fois, je reçois des clients qui sont pour moi des extraterrestres, des ovnis, et je trouve ça extraordinaire parce que on sort du cadre parce qu'ils nous font sortir du cadre. Et que si je suis avec mes petits cubes comme ça et que je dis, ah ben lui, il a 30, 50 ans, 30, 40, il doit faire ça dans sa vie, il doit que machin pour avoir sa réussite, il est dans une phase orange avec un profil Ennéagramme 5, et puis avec analyse transactionnelle, il est parent normatif, et puis il a machin. Et j'en fais un super tableau. Eh ben, sorti de ça, je n'ai pas écouté sa demande. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment il fait ça, comment il veut faire, et s'il ne sait pas comment, eh bien, j'ai une obligation de moyens et non pas de résultats par rapport à lui, de lui fournir le maximum d'outils pour que lui, sa créativité, se mette en place. Et du coup, ça nous amène sur comment se servir de la créativité avec différents courants. On va faire ça, on va voir ça de manière un peu rapide, on va survoler de manière rapide. Oui, bah ça, on pourrait vous en parler pendant des heures, des heures, des heures, hein, passionné par ça, de tout ce qui existe, les outils, qu'est-ce que ça mène, l'utiliser, de le faire, voilà, enfin, il y a tout ça, et puis en même temps, on n'a que cette heure-là. Juste une chose, oui, effectivement, je reprends ce que je lis là, c'est les changements de rôle, effectivement, enfants, frères, sœurs, adultes, parents, femmes, maris, grands-parents, etc., effectivement. C'est des rôles qui changent, les environnements qui changent, il y a tous ces différents rôles, des situations des personnes en face et même dans le coaching. Exactement, exactement. Donc voilà, effectivement, pourquoi j'ai dit toujours effectivement, c'est drôle, ça, je m'entends le dire. Et ça aussi, que c'est intéressant de se dire, est-ce que j'ai des automatismes? Et dans la créativité, c'est ça, voilà, ça typiquement, je viens vous montrer, effectivement, voilà, encore une fois, il est là, il s'invite encore une fois. Ce mot, effectivement, il est là, il s'invite, bonjour, qu'est-ce qu'il veut dire, je ne sais pas. Et en tout cas, on va pouvoir utiliser dans notre créativité avec tout ce qui arrive, aussi bien des mots comme je viens vous faire la démo, qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce que ça mène dans cette créativité. On laisse vraiment libre cours à la personne de se déployer avec des mots, se dire tel mot amène à une autre pensée, qui amène une autre pensée, qui peut être une analogie, qui peut être une métaphore, qui peut être quelque chose de complètement libre. Donc ça peut commencer par juste des mots qui dérapent, des mots qui vont penser à autre chose. Vous voyez, de faire ce tac au tac avec la personne pour jouer là-dessus, dans l'idée de débrancher l'autopilote des phrases types qui peuvent sortir, faire aussi, si je reprends un petit peu ce qu'on vient de dire avec l'analyse transactionnelle, laisser l'enfant s'exprimer librement sans qu'il y a quelque chose de raisonnable, que ça fasse du sens, que ça soit clair, etc. Juste laisser faire, libérer l'espace pour la créativité. Autre chose, ça peut être aussi tout simplement demander à la personne, se dire, elle dirait non à quoi? À quoi elle aura envie de dire non? Vous savez, le non aussi, c'est quelque chose, ce fameux non. Non, 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 j'ai pas envie. Ça demande quelque part une énergie aussi dans la connecter à cette partie non et savoir jusqu'à où elle est en mesure de mettre des limites. Je pense notamment aux personnes qui sont en burn-out où le non est un peu difficile à dire ou qu'elle a toutes les singes sur les épaules, pour ceux qui ont entendu la dernière fois les histoires sur les singes. Et également de permettre aussi de faire de l'autodérision. On peut rire de soi-même, voilà. Je suis sûre, Fred, en descendant du baobab, je sais pas quoi là, avec la banane. Ah, tu l'aimes pas ce mot-là? Je n'aime pas ce mot-là. Il faut que je le voie écrit.
Ok. Tu vas pouvoir amener encore d'autres idées comme ça? En fait, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on accompagne quelqu'un, c'est d'être, comme tu l'as dit, sur les mots. Et ces mots, qu'est-ce qu'ils représentent? Qu'est-ce qui fait qu'on s'en sert? Vous allez souvent remarquer que les personnes utilisent les mêmes mots, qui synthétisent une histoire de vie, hein, finalement. Donc, si c'est utile, eh bien, on peut rebondir sur les mots. On peut aller rechercher les mots. On peut aussi demander à la personne quels sont les mots qu'elle aimerait exprimer, c'est-à-dire des mots qu'elle n'a pas l'habitude d'utiliser. Ça peut être des choses toutes simples. On peut la faire réfléchir sur un mot en particulier et la laisser broder et créer elle-même un univers. Alors, on peut trouver ça enfantin, entre guillemets, mais sortir quelqu'un de sa tête, du cycle qui te fait tourner en permanence et l'obliger finalement à aller chercher autre chose, eh bien, des fois, on a vraiment, vraiment des réactions très particulières. Ou la séance d'après, la personne peut nous dire ah ben, je sais pas, vous m'avez fait réfléchir sur un cendrier la dernière fois. Et là, je ne sais pas pourquoi, avant-hier, j'ai eu une idée fantastique sur ma vie. Ben oui, parce qu'on l'a fait réfléchir différemment. Elle a la capacité de réfléchir. Elle a la capacité de créer. Maintenant, elle se focalise tellement sur des fois ses problèmes ou le manque de solutions qu'elle n'active pas cette ressource-là. Est-ce que le rôle d'un coach, finalement, c'est pas de lui dire, ben tiens, tu as cette ressource-là, moi, je sais pas ce que tu peux créer. Je ne suis pas dans ta tête, j'ai pas tes capacités, j'ai pas ton histoire de vie. La seule chose que je sais, c'est que tu as de la créativité. Eh bien, je vais la faire jouer sur un mot, comme ça, ou un objet qui sort complètement de l'ordinaire et l'obliger finalement à se reconnecter avec sa propre créativité. Voilà des choses que j'utilise, par exemple. Oui. Alors, je voudrais rebondir ce que je viens de dire, être sur les mots, oui, mais aussi en respectant le rythme du client. C'est mon credo. Oui, on respecte le rythme du client, puis évidemment, on est en bienveillance, etc., bien sûr. En même temps, de changer un petit peu le rythme permet également de créer des associations différentes. Vous pouvez aussi dire, OK, en 1 minute, là, tac, 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 on va y aller les mots après un autre, après un autre, après un autre. Ça permet aussi de baisser la garde quelque part et mettre ce autopilote de côté et continuer à être dans le tac au tac, 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 tac. Et ça sera pour un laps de temps, sortir du rythme du client, qui sort de son confort et qui se lance dans une façon différente de faire, sans que ça soit évidemment irrespectueux. Une autre approche, et c'est l'approche Oui, antithétique. mais j'aimerais quand même Oui, respecter le rythme du client. Ouais. Enfin, moi, ça, c'est quelque chose qui m'interpelle hein, un petit peu, dans le sens, qu'est-ce qu'il est venu chercher, le client? Qu'est-ce qu'il est venu chercher? Il y a des clients qui aiment bien qu'on les bouscule. oui. C'est pour ça qu'il existe des thérapies d'impact, d'ailleurs. Hein, quand on parle de Mhm. thérapie, on parle de coaching. Ouais, il y a des clients, j'ai pu fréquenter le monde de la musique et puis le monde du sport, où si on respecte leur rythme, ils vont bien procrastiner sur leur non-envie de faire quelque chose, parce que la procrastination est souvent basée sur le non-envie de faire quelque chose, et il ne va pas se passer grand-chose. Alors bon, bien sûr, ça peut durer un certain temps. Hein. Économiquement, ça peut être pas mal hein, de respecter son rythme. Si lui, il est prêt à finalement... Mais d'aller, comme dirait Bandler, moi, je cherche à connaître la carte du monde de la personne, comment elle fonctionne, et de temps en temps, je rentre dedans et je déplace des objets. Je secoue un peu le prunier, et il se passe des trucs, et il sort de sa torpeur. Hein, vous avez des grands coachs comme Anthony Robbins, regardez comment il travaille, le rythme du client, il le respecte, il respecte la demande du client, qui est je veux sortir de ce rythme qui ne m'amène à rien pour l'instant. Donc, tout est une question de dosage. Pour moi, le respect, c'est dans le dosage. Si je suis dans le rapport, dans la synchro, eh bien, avec certaines personnes, je vais, sur une échelle de 0 à 10, je vais mettre sur du 1. Pour d'autres, je sais qu'en mettant à 8, ça va pouvoir leur permettre, et ils vont même le demander, de bouger, de changer de rythme,
dire, oh, ouais, attends, là, j'étais en train de m'endormir dans mon truc et de me persuader, parce que vos clients, ils aiment bien ça, hein. Et puis nous-mêmes, on aime bien ça, hein. Moi, je suis mon propre client. Des fois, j'aime bien me raconter mes propres hein, envies, machin, oui, mais parce que, hein, et je me noie dans mes croyances, dans le sens que je veux donner à des fois de quelque chose que je n'ai pas fait ou que je n'ai pas vraiment envie de faire, ou, etc. Donc, le rythme, moi, j'aime bien le bouger. J'estime qu'un coach, c'est un animateur, c'est quelqu'un qui justement va proposer des rythmes différents, va sortir la personne de ce qu'elle sait déjà faire. Il y a une règle en PNL, par exemple, hein, dont on peut se servir, quand quelque chose ne fonctionne pas, essayez n'importe quoi d'autre. Bah, s'il vient vous voir et que, je ne sais pas, moi, une personne vous dit, ah ben ouais, en fait, j'ai du stress, je suis angoissé. Et alors, ah ben, ça fait 10 ans que j'essaye de mettre l'angoisse dehors. Ok, ça a fonctionné? Non. Alors, si je respecte son rythme, je lui dis, ah ben, recommencez, hein, essayez de le mettre dehors. Si je veux, je lui dis, ben, faites autre chose, on va faire toute autre chose. On va faire une bonne crise d'angoisse. Attention, je prenais avec des guillemets, et puis je vais faire autre chose. Si, ah ben ouais, moi j'ai plein de pensées qui tournent. Ah, elles tournent comment? Ah ben elles tournent comme ça, là, je les vois. Et alors, ah ben j'essaie d'arrêter Ouais. qu'elles tournent. Bah, fais-les tourner plus vite, change de rythme. Ah oui, mais c'est chiant quand ça tourne plus vite. Ah ben alors qu'est-ce que tu peux? Tu peux les ralentir maintenant? Ah ben oui, du coup, je peux les ralentir. Ah, et tu peux continuer à les ralentir? Eh bien, je vais faire du paradoxal. Je vais faire un accompagnement où j'ai changé de rythme, mais quelque part, j'ai obtenu quelque chose de différent et là-dessus, on a une nouvelle matière pour travailler. C'est peut-être ça aussi le coaching. Ouais. Oui, 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 oui. J'allais dire effectivement, mais je ne les dis pas. Mais je l'ai entendu. Je pensais que j'allais les dire, mais je ne le dis pas. C'est ça, on change le rythme et je viens de lire aussi sortir de la zone de confort concerne aussi le rythme, tout à fait. Et vraiment, tout est possible. Enfin, le rythme, peut-être même le rythme plus lent, peut-être plus vite, peut-être moins clair. En même temps, on cherche la réaction de la personne si elle, entre guillemets, elle subit quelque chose avec nous. Bah, la question, c'est du matériau. La question pour se poser en disant qu'est-ce qui fait qu'elle dit pas non. Elle dit pas non, là, vous allez trop loin ou trop vite, pas assez vite, qu'elle exprime pas son besoin. Ça peut être juste ça aussi. Ça peut être aussi une stratégie pour faire réagir la personne qui disent non ou oui, ou il y a quelque chose qui se passe. Ne serait-ce que ça peut être aussi comme un labo, en fait, à l'intérieur pour la personne, qu'est-ce qu'elle peut voir. On voulait vous parler aussi de l'approche antithétique. Antithétique, c'est un drôle de nom. Antithétique, ouais, ça, c'est. Alors, on Antithétique, avait pas. voilà. Il fallait qu'on le place, celui-là? Ah non, c'était pas un mot qu'on devait placer au Non, début. non, ça y est, ils ont en plus tous trouvé les mots. Alors, ça veut dire on va travailler sur les opposés, sur les contradictions. Donc, c'est du type, tiens, si tu rates ton objectif, qu'est-ce qui est le mieux qui peut se passer? L'inverse, pas ce qui est le pire, qu'est-ce qui est le mieux qui peut se passer? Quel cadeau sera caché dedans? Et quelque part, on est dans une réflexion de préventif et curatif, de se dire, OK, qu'est-ce qui peut être anticipé dans ce qui ne marche pas et qui pourrait être un cadeau, ou quels sont tous les fantasmes qu'on peut imaginer de peur, de stress, de je ne sais pas quelle hypothèse on y met, pour éviter d'aller de ligne droite vers l'objectif. Donc, c'est très sympa aussi cette histoire de dire, OK, on va faire un plan de curatif ou préventif, se dire, OK, qu'est-ce qui doit se passer, comment on peut éviter tel objectif, quel problème qui peut se poser en amont, d'avoir un regard finalement méta de la situation. Et donc la PNL, il y a des protocoles qui utilisent ça justement, la ligne de temps, des choses comme ça. C'est super intéressant aussi, se dire, OK, tu es à ton objectif, faire soit le marche en arrière, se dire, voilà, tout ce qui s'est passé et tout ce que tu sais faire, anticiper, etc. Ça peut être super intéressant si on voit, par exemple, un client n'avance pas tellement vite, entre guillemets, par rapport à l'objectif qui s'est donné, il procrastine quelque part, ça peut être une façon de le faire exprimer sa pensée profonde, ses freins éventuels, d'hypothèses qu'il n'a peut-être pas forcément envie de le dire ou qu'il n'a pas encore formulé, Ou mais mettre à jour, mettre à jour. ou mettre à jour Voilà. finalement quelque chose qui n'était pas bien défini, Ouais. qui s'était persuadé de quelque chose et que finalement de ne pas le faire
amener plus de bénéfices que de déficit. Donc, finalement, des fois, ça peut être intéressant. On peut très bien amener la personne à se rendre compte que pour elle-même, c'est pas parfaitement la bonne route. Et il va Ouais. l'adapter. Et en lui faisant faire ce genre de travail sur, moi j'appelle ça un peu les scénarios catastrophes du bonheur, c'est-à-dire qu'on imagine, mais en fait c'est bénéfique Ah ouais, pour nous, j'aime ben, bien. ça peut être très intéressant de Ouais. requalifier un objectif grâce à ça, Ouais. ou d'affiner un objectif. Ouais. Vous avez, comme c'est dans l'opposé aussi en même temps, vous connaissez le aller vers, éloigné d'eux qui vient de la PNL. Et on peut dire aussi, voilà, ton objectif est c'est là, et qu'est-ce qui doit se passer si je dois m'éloigner de ça? Or, on sait bien, c'est la personne aimerait bien aller vers, mais là, on va le tourner la perception, disait, tu veux t'éloigner de cet objectif-là. Ou est-ce que tu voudrais aller ailleurs que là? Éloigner d'eux pour aller vers quoi? Donc, vous voyez, vraiment tourner la logique à l'inverse dans la réflexion de la personne. Ça aussi, il y a des choses qui peuvent, qui peuvent ressortir auxquelles on ne pense pas parce que c'est une pensée différente. Oui, c'est une projection dans le futur et on peut faire une projection dans le futur, dans un objectif. Finalement, je change d'avis, je ne veux plus y aller, je vais m'éloigner de la projection de futur. Qu'est-ce qui ferait que je m'éloigne de ça? OK? Voilà. Donc, c'est intéressant aussi. C'est un outil qui vient de la PNL qu'on a adapté d'une manière à l'inverse en coaching. Je trouve ça super intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il nous reste encore un peu de temps dont on pourrait parler. Euh, L'approche narrative, moi j'aime bien l'approche narrative, Oui, hein, oui, de Michel White, hein. oui. L'approche narrative, la personne n'est pas le problème, hein. Le problème, bah, c'est le problème. J'adore ça. J'aime C'est, bien cette phrase, hein. Oui, ça met un peu en confusion, hein. ouais, Bah, souvent, la personne, elle pense qu'elle est problème. Elle pense que si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est elle le problème. Dans cette approche-là, on va travailler sur une forme dissociée finalement, hein. Ça rejoint le côté de l'hypnose, ça rejoint le côté de la Gestalt, ça rejoint d'autres ouais, techniques qui sont utilisées, la PNL aussi. Eh bien, on va prendre le problème, mais c'est pas toi. Par contre, tu connais bien, tu es un expert du problème. ouais. Ah Et ben ça, apprends-moi. Des fois, ça met en confusion, hein, la personne. On dit, ah oui, oui, non, mais regardez, on va poser ce problème-là devant, on va l'observer. Puis vous, vous êtes un spécialiste et vous allez en faire le tour, nous le décrire exactement, savoir le décortiquer. Mais si on réfléchit bien, White fait ça, mais Milton Erickson faisait aussi ce genre de travail, hein. Alors, il n'en a pas fait, lui, une théorie, etc., hein, narrative, mais souvent, il disait, plus on va décortiquer une problématique, plus on a de chances qu'elle se résolve par elle-même. Et Oui. chez White, c'est ce principe-là. Et on va narrer le problème, on va le raconter, on va le décrire de la façon la plus précise possible. Oui, et c'est intéressant parce que tu viens juste parler la Gestalt. La Gestalt, moi j'aime beaucoup aussi. Gestalt, on travaille sur le fond et la forme. Pareil, donc on peut sortir ce qui est au fond, ce que tu viens de dire comme exemple, et par exemple se dire, et tiens, si ton problème c'était une, je sais pas moi, une chaise, et storytelling aussi, ouais, autour du problème, tout à fait. Et si ton problème était une chaise, ça veut dire là, ça va être le coach qui va proposer l'objet et que la personne va narrer autour de la chaise. On se dit oui, bah, c'est un problème parce qu'il n'y a que 3 pieds au lieu de 4. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui tourne pour qu'il y ait un quatrième pied? Tout ce qui est à nouveau là, vous voyez, on rentre à nouveau dans la symbolique, dans les métaphores, dans l'analogie, qui est différent, j'ouvre une parenthèse, qui est différent par rapport au clean language, où c'est client qui va dire, où on va lui poser la question, c'est quel genre de problème est ce problème-là? Et là, on cherche un objet, enfin, la personne va trouver un objet à l'intérieur de son espace métaphorique et elle va narrer autour de ça. Là, la différence, c'est que là, c'est nous qui allons proposer un objet qui peut être une chaise, ça peut être n'importe quoi en fait, peu importe, le plus abstrait possible finalement, parce que la personne va faire un lien aller-retour par rapport à objet et ça. Donc, de ce fait-là, quelque part, elle prend la distance pour pouvoir projeter quelque chose sur cette chaise-là et faire le lien et narrer autour de ça. C'est vraiment Et super, de la solution, hein, super parce que intéressant. du Et la coup, solution, on va exciter ouais. sa créativité et on va l'amener à avoir
une représentation, alors bien sûr, ce n'est pas une vérité, une représentation et narrer la solution. Donc C'est là ça. aussi, ça devient quelque chose de très puissant et très intéressant parce que les gens sont assez surprenants sur leur capacité à raconter quelque chose et Ouais. à faire des liens avec quelque chose qui était complètement abstrait au départ. Oui, ça marche vraiment super bien. Un autre outil que je trouve super intéressant aussi, qui fait vraiment partie du courant de la Gestalt. Dans la Gestalt, on part du principe, par exemple, que ce qui se passe dans l'interaction entre le coaché, le client et vous, c'est quelque chose qui se reproduit finalement, c'est un échantillon de ce qui se passe dans sa vie actuelle. De ce fait-là, ce qui se passe avec vous, dans cette relation avec vous, potentiellement, c'est quelque chose qui se passe ailleurs avec quelqu'un d'autre. Donc, les gestaltistes, en fait, ils travaillent sur le ici et maintenant. Donc, ce qui se passe entre l'interaction entre le coach, vous et votre client, voilà ce qui se passe. Donc, quelque part, c'est en méta aussi, se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe entre nous ici maintenant? Euh, qu'est-ce qui se passe? Comment vous sentez? Comment vous aimeriez bien que ça soit différent? En fait, on va utiliser notre relation, ce qui se passe, avec ce qui devrait être mieux ou différemment ailleurs. Et donc, on joue quelque part. On peut même incarner, je sais pas, moi, je peux être le patron. J'ai eu des personnes qui disent, ah, moi, j'arrive pas du tout parler à mon patron. Il est aussitôt que je le vois, je suis pas bien. J'ai déjà fait 2 séances d'hypnose. Maintenant, je viens vous voir parce que le patron, il me fait peur. Pourtant, j'aimerais bien lui dire quelque chose. Et là, en tant que coach, avec les outils finalement de la Gestalt, même la PNL finalement aussi, hein, d'autres courants aussi ils font ça, je peux incarner la personne. Je dis, OK, si je suis, expliquez-moi comment votre patron il est. Comment je dois faire si je veux être le patron? Ben, je sais pas, je dois avoir une posture comment, je dois râler, je dois faire comme ça, je dois parler comme ça, je dois vous regarder comme ça, je dois imiter sourire. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, ne serait-ce que déjà, à nouveau, externaliser l'image que la personne a de sa représentation, comme colle sur moi, je deviens finalement un objet sur lequel elle va pouvoir balancer tout ça et voire même dire ce qu'elle a envie de le dire. J'ai des personnes qui commencent d'un coup à lâcher. Il faut être bien dans les pompes en tant que coach. Hein, peut dire, mais dis donc, tout ça pour moi, c'est pas Trop forcément évident. généreux. C'est ça, mais c'est ça, c'est pas à vous qu'on le dit. Vous êtes juste un écran, en fait, quelque part, une projection sur laquelle la personne va pouvoir se libérer. Elle est super bien après. Vous le savez, c'est juste vous êtes juste un écran. C'est pas contre vous, même si c'est avec tout le nom de l'oiseau qu'on peut vous le dire, etc. Voilà, ça aussi, ça peut être super sympa comme créativité. On lui demande à la personne, allez, allez-y, et encore un coup, et que ça sera comment Parce que différemment. pour revenir à ça, en fait, c'est la créativité, c'est autoriser la personne à. Et ça Oui, fait partie de votre rôle de coach. ouais, C'est donner la possibilité à la personne de s'autoriser à faire des choses qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. Bien sûr, c'est elle qui va choisir de le faire, mais on va aller la chercher par différents outils. Là, c'est Gelstat, la PNL peut aussi faire ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est apprendre différentes techniques aussi qu'on voit en coaching, hein, dans les cours oui. de coaching que tu donnes à Synapse. Là, il y a tout un cycle sur le coaching. Je me rappelle plus, c'est 50, combien d'outils 62 exactement. 62 outils, voilà, et dans lesquels on va retrouver ces influences-là. Et ce qui est intéressant, par exemple, quand on fait une formation de coaching, c'est que effectivement, si vous arrivez déjà avec des outils, vous allez des fois vous dire, ah ben tiens, ça me fait penser à tel outil ou à tel outil. En fait, le coaching, c'est approprier de manière créative, Oui, on revient à la créativité, et intelligente, ouais, certains outils pour être efficient. Et c'est pas fini. Là, il y en a 62, mais dans ces 62 outils, dans ce cadre-là, ils donnent beaucoup de créativité. Et c'est un cadre. Et j'aime bien ce mot c'est Baudelaire qui disait parce que le cadre parce que la forme est contraignante, le cadre est contraignant, c'est de là que jaillit l'idée la plus puissante. oui, Donc, effectivement, dans le cadre qu'est le client, moi je considère le cadre comme un système, hein, eh oui, bien, si on le respecte, mais on va le chercher dans sa créativité,
il est très surprenant. Et c'est ça qui va permettre effectivement de lui permettre de trouver son chemin, de trouver sa route, de mettre quelque chose sur ses envies, sur ses valeurs, parce qu'on n'a pas parlé, mais on a aussi tous les systèmes de valeurs de notre client, tout le système de croyances Oui, avec lequel il arrive. Hein, il arrive avec un vécu. Et oui, bien là-dessus, on va aussi pouvoir travailler sur du recadrage de croyances. oui, Ah, ça, par exemple, ça sera un outil PNL. Ça tout sera, à fait. on n'a pas parlé, mais le recadrage Oui, comment changer une croyance, bah, c'est des choses qui sont extrêmement utiles en coaching. Hein. ouais. Mais il y a Ça d'autres peut, moyens d'y arriver. ouais. Tout à fait, tout à fait. Ça peut être aussi des questions comme ça, par exemple, je suis un mensonge qui dit toujours la vérité. Qui suis-je? Ça, ça bug. En règle générale, ça bug, on dit, c'est quoi ce truc-là, etc. Posez ça pour vous, la question, elle est pas mal. Il y a plein de questions comme ça aussi pour créer, pour pas sortir de cadre de pensée, pour l'amener ailleurs, mouliner et revenir avec plus de compréhension, de prise de conscience et évidemment toujours dans le but de on trace la route vers l'objectif. Et du coup, lorsqu'on est coach ou on désire exercer le métier de coach, ne pas se limiter à une seule vue, un seul outil, c'est vraiment un faisceau d'outils, un faisceau de courants. Hein. Si on travaille les linguistes, on va pouvoir travailler sur les mots. Si on travaille, on peut travailler aussi sur l'attitude physiologique. Ça fait Ouais, partie aussi du coaching. Hein. ouais, On peut travailler sur la symbolique, on peut oui, travailler sur l'analytique, on peut travailler sur la psychoanalyse. On voit bien c'est ça. qu'il n'y a pas une seule route pour animer notre client de Ouais, créativité. ouais. Alors, pour rebondir sur, on peut demander de choisir un objet en lien avec avec le problème. Oui, ça peut être un objet fictif, ça peut être un objet réel. En clean, on va dire, c'est quel genre est ce truc-là, ça devient un objet. Je peux dire, comme tout à l'heure, et si c'était une chaise, on peut aussi, j'aime beaucoup le story cube, par exemple, Ah, le voilà. Story Cube. Voilà, j'aime Yes. bien ça aussi. Ça peut être aussi ça peut être des objets. Bien voilà, avec ça, c'est quoi comme problématique? C'est pas mal ça pour la systémie. Parce que se dire, OK, qu'est-ce qui joue à l'intérieur? Qu'est-ce qui est d'autre qui rentre en jeu? Et si on mettait ça à l'extérieur, ça veut dire la meilleure façon de créer un problème et souvent de mélanger les contextes. Donc, de ce fait-là, de mettre les contextes, séparer les contextes. Enfin, il y a tellement, tellement, tellement de trucs à faire. Le premier outil, c'est vous, déjà aussi, de toute cette autorisation que vous donnez de ramener la créativité à l'intérieur de vous et vous libérer et c'est dire, c'est OK tout ça, quoi. Yes. OK. Eh bien, je crois qu'on arrive à Ouais. la fin de cette Déjà, heure c'était rapide, hein? ensemble. Oui, Ouais. c'était rapide. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à évoquer. C'était un petit survol et Ouais. c'était chouette de pouvoir faire ça ensemble. La semaine prochaine, vous allez retrouver Laure accompagnée donc de Janet ou Janet accompagnée de Laure. Tout dépend, je ne sais pas. Ça sera du PowerShot. Vous allez nous parler de quoi? On peut dévoiler déjà un petit peu? Ah non, 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 Non? c'est vraiment super bien. Je ne peux pas vous le dire. Mais c'est déjà, D'accord. tout est dans la boîte. C'est Tout est dans sympa, la vraiment boîte. très, très sympa aussi. Tout est dans la boîte. OK. Très bien. Demain, on va retrouver Franck Platzek accompagné de deux personnes qui vont effectivement parler de psychologie et de l'interactivité et de l'apport des thérapies brèves et des techniques des thérapies brèves dans l'accompagnement psychothérapeutique. Après, ça sera le week-end. Ah, on est en repos maintenant, le week-end, on est en déconfinement, donc on va profiter. En plus, moi je suis à Perpignan, il y a beaucoup de soleil et tout, donc je vais profiter de ça. Euh, Lundi, on retrouve Franck Platzek, Christophe Kinbeiter pour un kiff sur l'auto-hypnose. Ça sera la 10e ou 11e séance. Voilà. Et puis, mardi, ça sera l'hypnose enfant.
hein, comment aborder l'hypnose avec les plus jeunes, les plus petits. Donc, animé par Laurence Costier et Cécile Beaumont-Marie, qui vous parleront donc de techniques et d'approches pour nos bambins. Voilà. Donc, pensez à liker, pensez à nous faire des petits cœurs parce que nous, on aime bien, ça nous fait vachement plaisir Ah, d'être là à chaque fois. Merci beaucoup, Janet. Merci à Loïc qui était en coulisses. merci Loïc, merci Voilà. Fred, Ben, merci si on à n'a vous pas la tous. régie, si on n'a pas la technique, ça ne fonctionne pas. Merci à vous de nous suivre, de nous poser des questions. On a fait en sorte, on n'a pas essayé. Vous savez que essayer, c'est une présupposition d'échec. Donc, c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais on a fait en sorte de répondre. Et puis, voilà, on répondra encore à d'autres questions. Il va y avoir aussi mercredi de la covision de nouveau pour vos questions en cabinet pour ceux qui sont installés et qui font du coaching ou de la thérapie. Voilà. Je vous Ouais, souhaite un excellent grand week-end. ouais. Profitez bien, Profitez bien, oui. protégez-vous, prenez soin de vous et puis synapsez-vous. Merci à tous. Synapsez-vous. Merci. Ciao, ciao. Ciao.